Dans l'actualité ce soir, la surprise au procès de l'affaire de l'hormone de croissance contaminée qui avait fait 117 morts. Le tribunal prononce une relaxe générale, indignation des familles des victimes. Les intempéries, cette fois c'est le verglas qui a provoqué des carambolages records, notamment dans la région lyonnaise. L'autoroute A6 a été coupée dans les deux sens, il y a 2 morts et des centaines de blessés. Que se passe-t-il à la SNCF après la journée noire à Saint-Lazare? Le trafic a repris, mais Nicolas Sarkozy demande à la compagnie de s'excuser. Ce soir sur France 2, le président Guillaume Pepy répond et s'explique. Bonsoir et à tout à l'heure. L'espoir d'un cessez-le-feu renaît à Gaza. Le Hamas discute avec l'Égypte. Quelle est vraiment la situation humanitaire? Pour la première fois, un médecin français témoigne sur place. Nous serons en direct avec lui tout à l'heure. Plus de transparence sur les frais bancaires. Chacun recevra ces jours-ci un récapitulatif annuel de ses prélèvements. Un pas en avant vers davantage de concurrence. Enfin, des insectes au pôle sud. Le réchauffement de l'atmosphère favorise leur développement. Image étonnante à la fin de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. 117 morts, 16 ans d'enquête, 4 mois de procès et finalement donc une relaxe générale. Le tribunal de Paris a estimé qu'aucune responsabilité pénale ne pouvait être retenue contre les 6 médecins et pharmaciens jugés dans l'affaire de l'hormone de croissance. Pour les juges, le niveau de connaissances scientifiques à l'époque ne permettait pas d'établir avec certitude le risque de contamination. Nathalie Sapena, Delphine Parric-Miller. Des larmes, de la colère, de l'incompréhension. Cet après-midi au Palais de Justice de Paris, les familles des victimes de l'hormone de croissance sont sous le choc de la décision du tribunal correctionnel annoncée en 10 minutes, la relaxe générale. Mais où on va? Ah, c'est un autre outrance, c'est quoi? C'est honteux. Parce que les médecins ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent jouer aux apprentis sorciers, et puis au résultat ils ont tué 117 personnes. Mon mari est mort dans mes bras. Et pourquoi? C'est normal, c'est pas grave, la justice considère que c'est normal. Je pensais qu'il y aurait au minimum 1 euro de dommages et intérêts, quelque chose de symbolique. Voici quelques-unes des victimes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. 117 morts à cause d'un traitement par hormone de croissance humaine administré dans les années 80 pour les faire grandir. Pour les 6 prévenus comme Fernand Drey de l'Institut Pasteur, maintenant exonéré des accusations de négligence, cette décision est un soulagement. C'est ce que vous attendiez depuis des années? Ce que je souhaitais, bien sûr. Vous comprenez la déception des victimes ce soir? Après 16 ans d'instruction, 4 mois d'audience, 7 mois de délibéré, le scandale de l'hormone de croissance n'est toujours pas terminé. Pour nos enfants qui sont là-haut, pour nos époux, nos épouses, tous ceux qui sont décédés, on n'a pas le droit de laisser ça impuni. Voilà. C'est ma détermination et croyez que je suis déterminée. Je recommence le combat. Et pour les parties civiles, il ne reste désormais qu'une seule issue, que la garde des Sceaux ordonne au parquet de faire appel. Bonsoir Dominique Verdaillan, vous êtes en direct au Palais de Justice. Bonsoir. Et vous avez suivi toute cette affaire. Comment expliquer cette relaxe? Écoutez, l'enjeu du procès était assez simple. La question était de savoir quelle était la connaissance du risque de contamination des pédiatres, des biologistes et des pharmaciens. Avec une difficulté qu'on a déjà connue dans l'affaire du sang contaminé, c'est que le procès a eu lieu en 2008. Il fallait donc faire un retour en arrière de près de 30 ans. Alors les magistrats rappellent que pendant les 4 mois et demi de procès, ils ont entendu de nombreux témoins, des scientifiques et pas les moindres, 2 prix Nobel de médecine, parmi lesquels Luc Montagnier qui a parlé d'un risque théorique. Alors le jugement, c'est vrai, fait 180 pages, mais la réponse tient en une phrase. Les magistrats écrivent que la synthèse de ces témoignages ne permet pas de conclure que les prévenus avaient conscience d'exposer leurs malades à une contamination. Alors vous l'avez vu, c'est un coup de tonnerre pour les victimes, mais la question ce soir est de savoir quelle est l'erreur de la justice. Est-ce ce non franc et massif qu'est la relaxe générale, ou bien le fait d'avoir pendant 17 ans de procédure donné aux victimes un faux espoir? Dominique Verdaillan au Palais de Justice. Merci Dominique. Dernière minute, on l'apprend à l'instant, il y aura un autre procès. Le parquet vient de faire appel de 3 des 6 relaxes prononcées aujourd'hui dans ce dossier. En bref, encore dans l'actualité judiciaire, l'ex-activiste italien Cesare Battisti ne sera sans doute jamais extradé en Italie. Le Brésil, où il a été interpellé récemment, lui accorde le statut de réfugié politique. Décision du ministre brésilien de la Justice. Cesare Battisti, rappelons-le, a été condamné pour 4 assassinats en Italie. Sur place, les familles des victimes parlent d'une humiliation et Rome demande à Brasilia de revenir
sur sa décision. Autre titre de l'actualité, les intempéries, et cette fois, ça n'est pas la neige, mais le verglas qui a totalement désorganisé la circulation dans le Bas-Rhin, dans l'Anjou et surtout dans la région lyonnaise. Des milliers de voitures ont été bloquées ou accidentées et la première autoroute de France, la 6, a été fermée plusieurs heures. Karine Comazzi avec notre bureau à Lyon. Leurs 2 camions sont renversés, mais miraculeusement les chauffeurs ont échappé au pire. Ce matin, sur cette autoroute près de Dijon, poids lourds et voitures ont été piégés par le verglas. Il y a eu un accident, j'ai voulu éviter un véhicule suite au premier accident qu'il y a eu sur l'autoroute et puis pas de chance. J'ai essayé de faire contrôler le camion, mais il est parti, le portefeuille, parti une fois à gauche, à droite, à gauche, à droite. Même scénario aux alentours de Lyon où cette fois 2 hommes, dont un gendarme, ont perdu la vie dans un carambolage. 2 morts, 3 blessés graves et 220 blessés légers. Un bilan étonnamment lourd pour la seule agglomération de Lyon. Les services de l'équipement débordés ont essayé de limiter les dégâts, pas toujours à temps. On essaye d'accéder aux routes pour Salé. C'est pas évident, il y a des voitures un peu de partout comme vous voyez. Pas évident non plus le départ au travail sur des chaussées transformées en patinoires. L'exercice de style est souvent difficile. Immarchable là-bas que sur la route. Et en se cramponnant en voiture. C'est pas tombé? Non, mais j'ai vu tomber. La morale de cette journée, partant de verglas, gare aux excès de confiance en soi. Et on en vient maintenant à la tourmente à la SNCF. Panne de caténaire il y a 3 jours, conflit social larvé dans certaines régions et surtout cet énorme couac qui a paralysé la 2e gare de France hier. Le président de la République lui-même réclame des excuses. Ce soir, Guillaume Pépi, le président de la SNCF, s'explique. Merci d'avoir choisi France 2 pour vous exprimer. D'abord, le sentiment des voyageurs ce matin dans les trains et à la gare Saint-Lazare où le trafic a donc repris. Pierre Monégier, Vincent Kellner. C'est un matin presque normal sur la banlieue ouest. Les voyageurs ont retrouvé leur train, mais la journée d'hier a laissé des traces. Je suis vraiment en colère et arrive un moment où il n'y a plus de compréhension. Il y aura sans doute un remboursement d'un tiers du prix de l'abonnement mensuel. Ça vous satisfait ou pas? Non, non, c'est pas une histoire d'argent. Non, c'est une histoire de respect. Respect, le mot revient même chez ceux qui comprennent la mobilisation des conducteurs après l'agression d'un des leurs. Dommage que pour ça, ils aient fait autant de mal, parce que c'est faire du mal aux gens. Les gens n'ont aucun respect des autres, ils ne pensent qu'à eux. Car le conflit social a duré 1 mois, une grève à l'usure éprouvante pour les passagers qui n'ont pas d'autre solution que le train. En voiture, on ne peut pas se garer, on ne peut pas rouler, donc on est obligé de prendre des transports en commun, mais vraiment, on est extrêmement fatigué. Le travail à côté, c'est rien. C'est vraiment le point noir, c'est les transports. Parce qu'on ne sait jamais à quelle heure on va arriver, si on a une réunion... On arrive en retard. Aujourd'hui, tout fonctionne, enfin presque. Le prochain train à destination de Paris-Saint-Lazare est supprimé. Prochain départ pour Paris. Il y a déjà un train de supprimé, donc voilà. Bon, là, on vous a expliqué pourquoi. Oui, enfin bon, j'y crois. Ils peuvent annoncer toutes les excuses qu'ils veulent. Souvent mal informés, les voyageurs n'ont jamais de certitude sur leur heure d'arrivée. À Saint-Lazare ce matin, 90% des trains circulaient, mais la colère d'hier n'est pas éteinte. Les usagers, on est vraiment pris pour des abrutis et on paye pour ça. Et on voyage dans des conditions inadmissibles. Là, le train, je ne peux même pas monter dedans, il est blindé. Il y en a ras-le-bol. On travaille dans le privé et que eux, ils travaillent dans le public. Ils ont quand même la sécurité de l'emploi, ils ont des avantages que d'autres n'ont pas dans le privé. Et je trouve que c'est honteux d'empêcher les gens d'aller travailler. La grève est terminée. La paix sociale, elle, est loin d'être acquise. Voilà pour ces réactions. Alors je le disais, le président de la République, très remonté d'après ses proches, s'adresse indirectement à vous, Guillaume Pépi. On l'écoute. Ce n'est pas acceptable. Ça n'a rien à voir avec le dialogue social. J'ai donc demandé que la SNCF rembourse, c'est le moins qu'on puisse faire, ceux qui ont un abonnement, s'excuse auprès de ceux qui ont été traités de la pire des façons, qu'une enquête soit faite pour que ceux qui sont responsables de ça assument leurs responsabilités. Alors Guillaume Pépi, que répondez-vous en quelque sorte à votre actionnaire? Est-ce que vous présentez des excuses? Moi ce matin, David Pujadas, j'étais sur les quais de la gare Saint-Lazare pour rencontrer nos voyageurs. Et leur sentiment ce matin est exactement le mien.
Ils ont eu le sentiment d'avoir été pris au piège. Je leur ai présenté évidemment les excuses de la SNCF, mais les excuses, ça ne suffit pas. Parce que c'est une situation qui est inacceptable et insupportable. Vous présentez aussi les excuses ce soir ? Mon objectif, il est simple. Au-delà des excuses qui vont de soi, c'est de faire en sorte que ça ne soit plus jamais comme ça et que ce type de mouvement, qui est un mouvement surprise, complètement paralysant, pas un seul train pendant des heures, que ce type de mouvement disparaisse purement et simplement. Alors on va l'évoquer, mais d'un mot sur la question du remboursement. Sur la question du remboursement, ce matin, c'est clair. Les voyageurs m'ont dit 33%, c'est pas assez. Et par conséquent, on va faire davantage. Et je suis en mesure de vous annoncer ce soir que toutes les personnes qui voyagent par la gare Saint-Lazare seront indemnisées de 30 à 50 euros de leur abonnement mensuel du mois prochain, qui s'appelle Navigo en Ile-de-France. C'est bien le moins que l'on puisse faire. Alors on va entendre vos explications maintenant sur les événements de Saint-Lazare, la fermeture d'une gare avec toutes les conséquences qui vont avec, c'est un acte rarissime. Comment en est-on arrivé là? Le service minimum semble bien loin. Voyons d'abord l'enquête de Yves Ginca et Marie Cros. La grève éclate le 14 décembre. À l'origine du mouvement, 4 syndicats de conducteurs, dont la CGT et Sudrail. Ils contestent l'augmentation des cadences et réclament 60 recrutements. On n'a pas mis les moyens humains, on n'a pas mis les moyens financiers nécessaires à la bonne mise en place de ce cadencement. Pour faire durer le mouvement, les cheminots organisent des arrêts de travail de 59 minutes. Les grévistes perdent ainsi 15 euros par jour au lieu de 170, un mode d'action qui excède. Vous faites grève 59 minutes par jour, nous on est emmerdés 4 heures par jour. Le 31 décembre, la CGT signe un accord. Elle obtient 30 postes de conducteurs, insuffisant pour les autres syndicats. La grève continue, inadmissible pour la direction. Il y a eu des négociations avant la grève, il y a eu des négociations après la grève, puisqu'on a eu un protocole d'accord avec la CGT. Au bout d'un moment, vous savez, on arrive au bout de la négociation, c'est la grève de trop, surtout pour les usagers. Hier, après l'agression d'un conducteur, la gare est totalement fermée. Nouvelle négociation, la direction lâche 20 recrutements supplémentaires. C'est la fin du mouvement. Mais pour la CGT, certains syndicats comme Sudrail sont allés trop loin. Ils se sont servis de l'agression pour faire avancer leur négociation, c'est tout. Et je ne trouve pas ça responsable. Pour Sudrail, au contraire, c'est la direction qui était à l'origine du blocage. L'incident a juste permis d'ouvrir des négociations. La SNCF s'est enfin remis autour de la table, à négocier. Et même si aujourd'hui nous n'avons pas eu satisfaction sur l'ensemble de nos demandes, nous avons pu reprendre le travail hier soir. Un climat syndical tendu à l'intérieur de l'entreprise. Tout le monde se prépare aux élections professionnelles organisées en mars. Alors d'abord, sur la fermeture de la gare Saint-Lazare hier, est-ce que, avec le recul, vous assumez cette décision? Est-ce que c'était la bonne décision vraiment à prendre? Donc on l'a vu, c'est une grève surprise, complètement paralysante. Moi je suis responsable de la sécurité des voyageurs et aussi des cheminots qui travaillent dans la gare. C'est pas la première grève surprise. J'ai pris ma responsabilité. Si on n'avait pas fermé la gare, on aurait risqué sans doute des drames, des bousculades, des blessures, des accidents. Et je sais que c'est une décision exceptionnelle, mais mon choix, ma décision, elle a été guidée uniquement par la sécurité. Pourquoi cette fois et pas une autre fois? Ça n'est pas la première grève surprise. C'est la première fois depuis des années qu'on a une grève surprise aussi violente et aussi longue à Saint-Lazare. Et je voudrais m'expliquer là-dessus. Il faut désormais agir. Il y a à l'origine une agression. À chaque fois qu'un cheminot est agressé, et ça arrive 1000 fois par an, je me sens agressé comme les autres cheminots. Et donc, j'ai proposé aux organisations syndicales aujourd'hui même qu'on se rencontre dans les tout prochains jours pour bâtir ensemble des solutions autres que la grève dans ce cas de figure, quand il y a une agression. Et je suis sûr qu'on peut y arriver, car dans d'autres pays du monde, quand il y a agression, il n'y a pas forcément grève. Est-ce qu'il n'y a pas un problème au-delà de cette affaire? Est-ce qu'elle ne révèle pas un problème de dialogue social? Visiblement, les syndicats sud notamment, même si on peut contester ces méthodes, sont très remontés contre la direction. Moi j'ai une divergence, effectivement, sur les méthodes dans le conflit social avec Sudrail, mais je ne vais pas le traiter à la télévision. En revanche, j'ai une conviction, c'est que le temps est sans doute venu de revoir les règles qui aujourd'hui autorisent à la SNCF des grèves reconductibles d'1 heure en début de service et qui ont pour effet, on l'a vu dans votre reportage, de désorganiser complètement le trafic et de pénaliser les usagers de manière excessive. Ça ne peut plus durer, ça n'est plus possible, il faut revoir ces règles.
Est-ce que... Moi, vous savez, je suis un homme de dialogue. Ça fait 20 ans que je suis dans l'entreprise. Chacun me connaît à la SNCF. Ma porte est toujours ouverte et elle restera toujours ouverte dans l'esprit de moderniser le service public. Mais apparemment, ces syndicats ne vous entendent pas, ne vous écoutent pas, peut-être ne veulent pas le faire. Comment pouvez-vous les persuader de s'asseoir à une table de négociation? On a progressé. Il y a eu moins de journées de grève à la SNCF en 2008 que pendant les 4 dernières années. Et le service minimum, ça marche. Il y a certes cette difficulté avec les grèves à répétition d'1 heure, mais le service minimum que nous mettons en œuvre depuis maintenant 1 an, c'est plus de trains et plus d'infos, et les clients eux-mêmes le disent. Une dernière question, Guillaume Pépi, ces incidents de caténaire à répétition. Dernière illustration, c'était dans la nuit de dimanche à lundi, le TGV Paris-Bordeaux qui accuse jusqu'à 8 heures de retard pour un trajet de 3 heures avec certains voyageurs qui ont dû dormir dans le train en rase campagne sans chauffage. Que se passe-t-il exactement? C'est un problème de maintenance, c'est un problème de malveillance? On a pris 2 décisions clés, mais avant ça, je voudrais souligner que ce qui est incroyable, je suis président depuis 1 an, c'est combien le train est devenu un service d'intérêt vital pour des millions et des millions de Français, comme l'électricité et le gaz. C'est pour ça qu'on en parle ensemble. Et ça nous donne à nous, c'est une chance formidable, mais c'est une responsabilité énorme vis-à-vis des Français. Alors on a pris 2 décisions. Dominique Bussereau augmente les crédits de RFF de 40% pour remettre en état les caténaires dès cette année 2009. Et moi, dans mes responsabilités propres de président de la SNCF, j'ai nommé aujourd'hui même une directrice de la qualité de service dont le premier et essentiel chantier, ça sera l'information de nos voyageurs quand il y a des perturbations. C'est concret. Un tout dernier mot et on revient à notre point de départ. C'est pénible d'être chapitré de cette manière par son actionnaire, le président de la République qui l'incarne? C'est tout à fait normal. Nous sommes une entreprise publique, nous appartenons à la nation. Il est le chef de l'État. Et ce matin même, à 6 heures, j'étais sur les quais de la gare Saint-Lazare pour présenter les excuses et pour parler avec nos clients. Merci Guillaume Pépi d'avoir accepté notre invitation. Et notez qu'après Paris, Marseille a connu une journée très difficile. Même scénario. Après l'agression d'un conducteur, les bus, les métros, les trams ont cessé de circuler suite à une grève spontanée. Là-bas, ça n'est pas la SNCF, c'est la RTM. De très nombreux voyageurs ont été pris au dépourvu, mais le trafic automobile est resté à peu près normal. On en vient aux suites de l'enquête de l'INSEE sur la démographie en France. On évoquait hier les naissances. Autre enseignement, la répartition géographique. La campagne et les centres-villes se repeuplent et certaines grandes agglomérations continuent à s'étendre à très grande vitesse. Voici l'exemple de Latte, près de Montpellier. Il y a quelques années, c'était un village. Aujourd'hui, c'est devenu une ville de 17 000 habitants. Reportage Léo Lamberton, Frédéric Guibal. Ici, il y avait des vergers. Il y avait des champs. Cyril Meunier est un maire heureux. Sa commune ne cesse de s'agrandir. Latte, au sud de Montpellier, accueille chaque année 400 nouveaux habitants. Résultat, les quartiers sortent de terre comme des champignons. Bien sûr que c'est bien l'afflux permanent de population parce que c'est le renouveau. C'est des âmes qui viennent vivre au même endroit, qui ont envie d'y vivre, qui apportent leur famille, qui apportent leurs enfants. En 40 ans, le petit village a explosé. 1500 habitants dans les années 60, 17 000 aujourd'hui. Latte, comme tout le sud de la France, attire. Qu'ils soient jeunes actifs ou retraités, ils viennent de partout. De la Drôme. Et vous êtes venu ici pourquoi? Le soleil. Oui. Principalement, ouais. Oui, puis la qualité de vie, c'est vrai qu'il fait tout le temps beau, il fait tout le temps chaud, on n'a pas de blouson. Non, c'est super. On a décidé de descendre dans le Midi. Pourquoi? Le temps. Le climat, la Haute-Loire c'est très rude, donc, et depuis on est là et on y reste. Latte est devenue une ville, avec plus d'1 millier d'entreprises, 5 écoles, un collège, un lycée. Les prix de l'immobilier ont triplé en 10 ans. Nous, pour le moment, en matière de transactions, on n'a pas trop à se plaindre. Non. Vous êtes en constante augmentation? En augmentation régulière, oui. Pourtant, certains pensent que cette formidable expansion va bientôt s'arrêter. Car avec l'un des taux de chômage les plus forts de France, Latte, comme toute la région de Montpellier, pourrait devenir un miroir aux alouettes. On en vient à la guerre au Proche-Orient. Première information, l'espoir d'un cessez-le-feu renaît. D'après Bernard Kouchner, le Hamas est en discussion en tout cas avec l'Égypte. Deuxième information, le bilan de l'offensive israélienne a dépassé les 1000 morts selon le dernier décompte des services d'urgence à Gaza. Alors quelle est vraiment la situation humanitaire sur place? Ce soir, pour la première fois depuis le début du conflit, un médecin français entré lundi avant-hier est en direct avec nous depuis Gaza. Un témoignage précieux. Bonsoir Régis Garrigue, vous êtes médecin urgentiste pour l'ONG Help Doctors.
Tout simplement, que voyez-vous, que constatez-vous là-bas? Écoutez, on est arrivé il y a de ça 2 jours et c'est une véritable horreur. De toute façon, on est une toute petite ONG, on a pu venir grâce à l'aide de la ville de Lille, la ville de Dunkerque, donc des tout petits moyens, mais on est 3 soignants. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est inacceptable. On ne peut pas se résoudre à dire qu'il faut l'espoir d'un cessez-le-feu. On a passé la journée à récupérer des enfants morts, à récupérer des femmes amputées. Je crois qu'il est vraiment urgent que les choses s'arrêtent. Et maintenant, les armes doivent se taire. Il est urgent que la diplomatie prenne le pas. Ça fait 3 semaines, c'est une population assiégée, affamée. Et aujourd'hui, tous les jours, à Gaza, la population civile est victime d'armes de guerre excessivement lourdes. Et il est temps qu'il y ait une enquête internationale qui fasse toute la lumière et surtout que les combats s'arrêtent tout de suite. Régis Garrigue, est-ce que la trêve quotidienne de 3 heures annoncée par Israël est respectée? Est-ce qu'elle permet à l'humanitaire, à la médecine de travailler? Non, c'est totalement faux. Il n'y a aucune trêve humanitaire. Il n'y a aucun couloir humanitaire. Les fameux corridors humanitaires n'existent pas. On a pu rentrer par l'Égypte avec beaucoup de mal grâce à l'aide de l'ambassade de France au Caire et des Égyptiens. Mais ça a été très compliqué. Et depuis qu'on est là aujourd'hui, avant de venir, on s'est pris 2 bombes à quelques centaines de mètres de l'hôpital Al-Quds où je suis en ce moment aux urgences. On a 50 blessés. On a pris 2 bombes à côté, on a tous été soulevés de nos sièges. Les endroits des hôpitaux sont encore ciblés. Et là, à l'hôpital Shifa où je suis maintenant, parce que j'ai changé d'hôpital quand on s'était fait bombarder, on se retrouve véritablement avec des afflux de malades. Et voilà, donc il n'y a aucune protection des humanitaires. Et si des gens nous entendent aujourd'hui, des Israéliens, qui sachent qu'en dessous, il y a des médecins français qui travaillent et qu'il faut qu'on puisse travailler en paix et soigner les gens et voire même les sauver. Régis Garrigue, médecin français à Gaza, merci pour ce témoignage. Il est 20h20 à suivre, vous l'avez reçu ou vous le recevrez. Cette année, les banques ont l'obligation d'envoyer un récapitulatif des frais prélevés sur les 12 derniers mois, un pas vers plus de concurrence. Le retour de Jean-Marie Messier, l'ex-patron de Vivendi, symbole des excès du capitalisme, livre son analyse sur les raisons de la crise. Et puis une page scientifique avec les surprises du réchauffement au pôle sud. L'Antarctique devient une terre de développement pour les insectes. Mais d'abord, le chiffre du jour, celui de l'inflation. Il y a quelques mois encore, on déplorait la hausse des prix. Eh bien, la crise marque un brutal ralentissement. Bonne nouvelle pour les consommateurs, les prix ont encore diminué de 0,2% selon l'INSEE en décembre. 4e baisse consécutive et sur l'année, l'inflation est de 1% seulement. Il y a bien longtemps qu'on n'avait pas vu cela. Toujours à propos d'économie, comparer les frais bancaires et faire jouer la concurrence entre banques est donc en train de devenir plus facile. En ce début d'année, je vous le disais, tous les établissements ont l'obligation d'envoyer un récapitulatif des 12 derniers mois. Romain Messi, Jean-François Monnier. Antoine Théo estime avoir payé 2 500 € de trop l'an dernier. 2 500 € de frais bancaires. Pour l'essentiel, des pénalités pour avoir été à découvert sur son compte. Mais s'il reconnaît avoir mal géré son argent, il n'avait pas pris conscience de tous ses frais avant de recevoir le relevé annuel. Je trouve que ma banque aurait pu me prévenir, aurait pu m'alerter sur mes problèmes de frais bancaires et mettre en place peut-être des solutions qui auraient pu réduire ce montant annuel. Un cas extrême, mais des frais qui touchent aujourd'hui la plupart des usagers. Utiliser une carte bancaire, payant. Un virement vers une autre banque, payant. Faire opposition à un chèque, encore payant. Depuis le 1er janvier, les banques sont donc dans l'obligation d'envoyer à leurs clients un relevé annuel de tous les services facturés. Et un palmarès publié par le journal du dimanche montre que les écarts de prix restent très importants d'une banque à l'autre. Ainsi, une carte bancaire Visa ou Mastercard est gratuite dans un établissement, mais coûte de 22 à 44 € par an ailleurs. L'accès au compte sur Internet, lui, est gratuit dans 64 banques, mais coûte près de 50 € dans une autre. Le relevé annuel des frais pourrait donc amener un peu plus de transparence. Ce qu'on pourrait espérer de cette mesure, c'est que les banques prennent une plus grande conscience de la ponction tarifaire qu'elles appliquent à leurs clients et que, entre elles, elles se rivalisent un peu plus. En fait, ce que nous attendons, c'est qu'un jour un établissement bancaire nous dise « Venez chez moi, je suis moins cher que les voisins ». Moins cher, certaines banques en ligne le sont déjà et ne s'en cachent pas. Problème, elles ne sont présentes que sur Internet. Quant à contester le montant des frais, il n'y a rien d'automatique. Tout dépend du contrat que vous avez signé avec votre banque.
L'économie encore avec la nouvelle vie de Jean-Marie Messier. Vous vous souvenez sans doute de ce patron de Vivendi Universal, qualifié alors d'arrogant ou de mégalomane et qui avait symbolisé les excès du capitalisme. Eh bien depuis, il s'est établi à New York, il a refait sa vie comme on dit et il a observé aux premières loges la crise du système. Il livre aujourd'hui son explication. Jean-Paul Chapelle, Sylvain Dobat. C'est son pire souvenir. Le jour où Jean-Marie Messier a été mis à la porte de Vivendi Universal, il symbolise alors tous les excès du capitalisme, l'arrogance et les dettes dans la bulle Internet. Je suis fier de Vivendi Universal et je suis fier de cette équipe. Aujourd'hui, Internet est partout. Messier donne donc rendez-vous dans un web café et pour la première fois reconnaît publiquement ses erreurs. Oui, j'ai fait un certain nombre d'erreurs. La première d'entre elles, sans doute d'avoir fait trop de communication, vous voyez, partout, tout le temps. J'ai un peu trop montré cette fierté. C'était le J6M de l'époque. Jean-Marie Messier, moi-même, maître du monde. Aujourd'hui, je suis Jean-Marie Messier. J'ai perdu 4 M en 6 ans, c'est pas mal. Son nouveau métier, banquier d'affaires. Il conseille dans la plus grande discrétion les entreprises du monde entier. Un bureau à Paris, un autre à New York, aux premières loges donc, pour analyser une crise financière qui n'en est qu'à ses débuts. Ok, je l'aurai ce soir? Oui. Génial. Le pire de la crise n'est pas encore complètement derrière nous. Et en 2009, la récession va être profonde parce que la purge, l'identification de tous ces produits toxiques n'est pas encore terminée. On a laissé se développer des produits financiers extrêmement complexes. Et derrière, on les a coupés en petits bouts, on les a mis en petits morceaux et on les a mis à l'intérieur d'autres produits financiers. Comme si on avait introduit des produits toxiques au milieu d'un sandwich. L'homme a gardé des réflexes. Il s'est joué des coudes pour se trouver sur le chemin du président de la République. Nous sommes dans un colloque sur la refondation du capitalisme. Pour sortir de la crise, Messier aussi a des idées et il est prêt à donner au monde des leçons de transparence. Les paradis fiscaux, c'est un énorme trou noir d'informations. Il y a un moyen, plutôt que de faire de grandes conférences internationales, il faut les asphyxier. Il y a une mesure très simple. Que chaque pays décide d'arrêter les conventions fiscales qu'il a avec les paradis fiscaux. Avec ce livre, il a décidé de tourner la page. Jean-Marie Messier veut croire que même la crise la plus grave peut donner l'opportunité de rebondir. Un mot de politique avec la retraite d'élu de Michel Rocard. Il annonce aujourd'hui qu'il va démissionner de son dernier mandat de député européen. L'ancien Premier ministre de François Mitterrand aura 79 ans cette année. Il indique qu'il ne se retire pas pour autant de la vie civique. On aura l'occasion d'en reparler. Le calendrier du bac 2009, il y a du changement. L'examen se déroulera du 18 au 24 juin. Il commencera donc une semaine plus tard que les années précédentes. Afin que les troisièmes trimestres soient respectés pour les collèges et les classes de seconde, les conseils de classe de fin d'année seront eux aussi retardés. Ils se tiendront à partir du 15 juin. Les sciences avec des insectes au pôle sud. C'est l'endroit du globe où les températures sont les plus basses. Mais là-bas, le réchauffement de l'atmosphère favorise leur développement. C'est ce que montre une enquête menée en ce moment sur place. Florence Mavic. Au royaume des glaces, le roi est un lilliputien. Le véritable seigneur de ces contrées polaires, le voici, un minuscule insecte qui s'accroche aux rochers depuis des dizaines de millions d'années, une mythe rouge de moins d'1 millimètre. Les scientifiques en ont fait une sorte de vigie climatique. Ces mythes ont des caractéristiques biologiques identiques à celles d'espèces vivantes dans d'autres écosystèmes. Mais au lieu de peser des tonnes, elles ne pèsent que quelques microgrammes. L'écosystème de l'Antarctique, comme partout ailleurs sur la planète, se modifie sous l'effet de l'augmentation des températures. La glace fond, la mythe rouge se reproduit beaucoup plus facilement. Sur ce continent, il n'existe aucune activité humaine qui affecte le cycle biologique de ces espèces. Il est donc plus facile d'évaluer l'impact du réchauffement climatique. Si l'on comprend comment l'écosystème simple de l'Antarctique change, nous pouvons comparer avec d'autres écosystèmes plus complexes pour voir si les changements sont de même nature. Mais à cause des températures plus élevées, la mythe pourrait bientôt voir sa suprématie contestée par l'arrivée d'espèces invasives. Une image de football en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Bordeaux, à quelques minutes de la fin du match, mène face à Châteauroux 2-1. Hier, Vannes et Nice se sont qualifiés.
Et dans un instant, vous pourrez suivre sur France 2 la suite et la fin de ces quarts de finale. Le PSG affronte Lens, revanche de la finale 2008, qui avait été marquée, on s'en souvient, par la banderole insultante contre les ch'tis. Bonsoir Florent Gautreau, vous êtes en direct du Parc des Princes. Pas de banderole intempestive ce soir? Pas de banderole injurieuse, en tout cas pour l'instant, parce qu'on se souvient que le 29 mars dernier, c'est pendant le match que la banderole avait été déployée. Il faut dire qu'on avait mis les petits plats dans les grands en termes de sécurité, 700 policiers et gendarmes, et puis aux 200 stadiers habituels censés encadrer les supporters des deux équipes, on a rajouté 100 personnes supplémentaires pour éviter que soit déployée une banderole comme celle du 29 mars dernier. Alors pas de banderole pour l'instant, et pourtant le contexte est lourd. Le maire de Lens, par exemple, a refusé de venir assister au match. Il a la rancune tenace et il veut que la justice aille au bout de sa logique, car vous le savez, il y a encore 7 supporters parisiens qui sont mis en examen, qui avaient été interpellés après l'affaire de la première banderole et qui attendent d'être jugés. Alors un contexte un petit peu dur, mais avant tout une rencontre de football qui pour l'instant se passe bien. Les supporters lensois sont entrés il y a quelques minutes dans le stade sans problème. C'est la revanche, vous l'avez dit, de la finale de la Coupe de la Ligue, et on s'en souvient, les Lensois avaient été aussi battus sportivement à la toute dernière minute sur un pénalty un peu litigieux. C'est tout de suite sur France 2 dans quelques instants. Florent Gautreau au Parc des Princes, merci Florent. Et dans quelques minutes, donc le début du match. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Après la journée noire à Saint-Lazare, le trafic a repris, mais Nicolas Sarkozy demande à la compagnie de s'excuser. Ce soir, sur notre plateau, le président de la SNCF, Guillaume Pepy, a indiqué que les excuses allaient de soi, mais qu'elles ne suffisaient pas. Il indique que les personnes qui voyagent par la gare Saint-Lazare seront indemnisées de 30 à 50 € de leur abonnement mensuel du mois prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo. Nathalie Riouet, 20h35, donc PSG Lens, avec Fabien Lévesque, Xavier Gravelaine et Daniel Leclerc. À 22h40, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro des Infiltrés. Ce soir, enquête sur l'immigration clandestine. Nos journalistes ont vécu la vie des clandestins. Ils ont même tenté d'embarquer à bord d'un camion direction l'Angleterre. Un reportage exceptionnel. Très bonne soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.